Rebonjour et bienvenue à tous sur Odozone TV. J'ai le plaisir de vous retrouver une troisième fois. Donc, comme vous le voyez, toujours au beau milieu de la rue. Décidément, on s'y fait. On est quasiment à la maison maintenant. On a des invités qui sont invités dans notre salon. D'ailleurs, j'espère que tout le monde va bien. Pour ce troisième plateau, on va parler de la médiation hors les murs. Parce que, comme vous l'avez compris sur les précédents plateaux, le Muséon Harlatan est fermé au public depuis 2009, fin 2009, début 2010. Donc, il a fallu revoir un petit peu la relation au public et donc la médiation, une médiation culturelle hors les murs. Alors, pour parler de ça, j'accueille plusieurs personnes sur ce plateau, donc merci à tous. Je vais d'abord me tourner vers vous, Céline Salveta. Vous êtes responsable du service des publics. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'a vécu en final votre service depuis cette fermeture au public et comment il a fallu repenser votre cœur de métier au final? Bonsoir. Écoutez, nous, la rue, on commence à la connaître depuis un moment au Muséum Harlatan pour la médiation, puisque nous sommes sans musée fixe depuis 6 ans. En fait, c'est une aberration un musée fermé, et faire de la médiation culturelle sur un musée fermé, c'est aberrant. Et c'est vrai qu'au départ, nous étions un petit peu interloqués, mais très très vite, en fait, le projet scientifique et culturel du musée nous a permis assez rapidement de tracer la route de ce que devait être le hors-les-murs. Alors le hors-les-murs, on peut partir avec un nombre de partenaires incroyable, on peut voyager sur tout le département, puisqu'on est un musée départemental du département des Bouches-du-Rhône. Mais en fait, nous nous sommes fixés une règle pour pas s'éparpiller un petit peu partout, parce qu'on était vraiment avec une grande envie de préparer le public à ce qu'allait être le futur Muséum Harlatan. Et donc, pour, si vous voulez, accompagner les publics dans la rénovation du musée, pour préfigurer ce que serait le futur Muséum Harlatan, on s'est dit qu'il y avait 3 choses qui étaient importantes dans le hors-les-murs. C'était de toucher des nouveaux publics qu'on ne connaissait pas. Il y a des tas de gens qui ne venaient pas au Muséum Harlatan avant et qu'on avait envie de voir et de rencontrer et apprendre, si ce n'est qu'à les connaître, à se parler, avoir un vocabulaire commun. Ou bien c'était de faire de nouvelles formes de médiation. Parce que, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand vous êtes dans un musée ouvert, vous ouvrez les portes et votre public, c'est le public qui franchit les portes. Là, il n'y a plus de portes. Donc si on n'allait pas vers les gens, personne ne venait à nous. Et en fait, c'est donc une chance incroyable de pouvoir innover dans la médiation et de tester des nouvelles façons de faire la médiation. Parce que aussi, un musée fermé, les actions de médiation, on a droit à l'échec. On peut réellement expérimenter, essayer de nouvelles choses. Et donc, c'était le deuxième point, les nouvelles formes de médiation. Et le dernier point, c'était de pouvoir évoquer toutes les futures thématiques du musée. Les gens connaissent bien du Muséum Harlatan les thématiques autour du légendaire, par exemple, du costume, des activités rurales, mais toutes les nouvelles thématiques dont on a déjà parlé dans les précédents plateaux, comme la mémoire ouvrière, par exemple, ce sont des thématiques qui sont inconnues du public du musée. Et donc, ce hors-les-murs a été vraiment conçu pour expérimenter et préfigurer pour le futur Muséum Harlatan. Mais parfois, c'était un peu rock'n'roll, parce qu'on était avec des gens qu'on ne connaissait pas, dans des territoires qu'on ne connaissait pas, des thématiques qu'il fallait qu'on travaille. On partait de zéro sur la thématique des cheminots, par exemple. Et donc, ça a été une sacrée aventure. Alors, une aventure humaine, mais aussi à plein de points de vue. Alors du coup, ça a été une période pour expérimenter, ça l'est toujours d'ailleurs. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Au final, c'est une période en fait riche en travail pour vous parce qu'il faut tout reconcevoir, repenser, remettre à plat, concevoir d'autres formes, comme vous disiez, de thématiques, inviter de nouveaux publics. Est-ce que vous pourriez nous donner, par exemple, est-ce qu'on peut parler de l'expérimentation vol sans effraction? Alors les gens qui sont d'Arles ont peut-être pu bénéficier de cette aventure. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, donc j'en ai entendu parler, j'aurais rêvé de la faire. Et on a en plus Lionel Jarmasson qui est directeur artistique. Oui, si on peut. Oui. Bon, oui, ça vous va? Qui a travaillé en collaboration avec vous sur ce projet. Est-ce que vous pourriez me raconter cette aventure tous les deux? Parce que moi, je trouve ça complètement dingue, personnellement. Ah, mais moi aussi. Juste la genèse, avant de passer la parole à Lionel. Parfois, on a eu des projets
un peu barré, et vol sans effraction, c'en était un. On avait vraiment envie de partir, par exemple, sur la médiation numérique. On sait que dans le futur musée, toute l'interprétation sera apportée par le numérique, et on avait envie de tester du jeu, tester autre chose. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Rémi Saboureau, qui est conseiller en créativité, et qui a eu l'idée, il m'a dit, on va faire visiter le musée fermé. Je dis, mais il est fermé, on n'a pas d'assurance, on ne peut pas faire rentrer les gens. Il a dit, si, mais on va utiliser un drone, et les gens, depuis la rue, piloteront le drone et tout ça. Enfin, un projet très, très innovant. On l'a déposé au ministère de la Culture pour les projets services culturels numériques innovants. Et le projet a été accepté. À votre grande surprise. Ah, complètement. Et alors la stupeur, on s'est regardé avec Rémi, on s'est dit, mais il faut le faire, ce projet. Mais comment on va faire? Parce que des idées, c'est bien, mais la mise en œuvre, c'est autre chose. Et donc, on s'est adressé, et là, après, je vais passer la parole à Lionel Germasson. On a la chance, sur le territoire d'Arles, d'avoir une structure qui est un cluster d'entreprises qui s'appelle le pôle industrie culturelle et patrimoine, dans lequel il y a à peu près 120, je pense, entreprises du patrimoine. On est allé les voir et on leur a dit, voilà, on a ce projet. Et il y avait les membres du pôle, et il y en a quelques-uns qui ont été assez timbrés pour suivre ce projet avec nous, et qui a réellement eu lieu en 2013. Alors comment ça se passe quand on vous parle d'un projet comme ça? Un musée fermé, des drones à disposition comme ça du public. Comment vous avez appréhendé ce projet à la première lecture comme ça? À la première lecture, effectivement, on s'est dit où on part en courant, ou alors on reste et on s'embarque dans l'aventure. Parce qu'une fois qu'on a l'idée, effectivement, c'est intéressant, mais comment on fait l'idée, c'est l'autre partie, c'est la partie cachée de l'iceberg. Et c'est là où il faut aligner des compétences nombreuses et efficaces pour arriver à expérimenter et à mettre en place un projet comme celui-ci. Donc dans le cadre, effectivement, et par le pilotage du pôle industrie culturelle et patrimoine, une série d'entreprises a été, et d'universités ont collaboré. Ça a été un magnifique projet d'initiative en partage de travail, et tout ça sur un temps très court avec des budgets très simples aussi. Mais néanmoins, c'est l'aventure qui était importante et intéressante. Qu'est-ce que ça nous a prouvé? Ça nous a prouvé qu'en fait, effectivement, depuis une idée, il fallait, et on a été capable, de régler tous les enjeux ergonomiques, techniques d'abord, de valider, puisqu'il y avait un système technique mais qui n'était pas du tout approprié. Imaginez accueillir des publics et en quelques secondes qui puissent manipuler et travailler, manipuler le drone et accéder au message, parce que au final, ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé, et que ça se fasse dans un temps assez court. Il y a le côté du public, bien sûr, il y a le côté des médiateurs, qui travaillent dans une autre temporalité, avec un système éphémère, parce que la rue est à tout le monde, et donc il fallait rentrer et sortir ce matériel, garder une présence, ce qui a permis d'ailleurs de tester la résilience de l'équipe de médiation, parce que ça a été un bel enjeu pour eux. Valider donc tout l'aspect ergonomique, technique, l'aspect bien sûr communicant. Et ça a été un peu le rôle de l'agence Canopée, donc dans laquelle que je pilote et dans laquelle je travaille, bien sûr, pour créer des liens et des validations rapides sur l'ensemble de ces enjeux, pour pouvoir travailler et renvoyer plus rapidement avec les autres partenaires, les scénographes qui ont accroché, installé toute la partie scénographique qu'on a imaginée, travailler avec les équipes de développement informatique qui ont du coup pu plus rapidement entrer dans les enjeux de développement, puisque c'est un mix aussi bien de design de service, qu'on pourrait dire, que de design produit, de scénographie. Donc un nœud assez complexe à gérer, mais qui s'est fait et qui a apporté ses fruits. Voilà. Alors du coup, précisément, comment ça s'est passé? Parce que ça a duré pendant 6 mois les week-ends, il me semble, et après tous les jours pendant les vacances. Tous les jours pendant l'été, oui, tout à fait. Et le principe, en fait, c'était un serious game, tout simplement, un jeu. Le public venait prendre en main un poste de pilotage. Donc juste ici, là où on se trouve. Là où on se trouve, il y avait un joli avion dans lequel le public pouvait rentrer. Un avion de manège qu'on avait chiné quelque part et recustomisé
pour pouvoir prendre son envol justement avec le drone. Et donc depuis cet avion, le visiteur pilotait un drone qui se trouvait à l'intérieur du musée. Et donc à l'intérieur du musée, il y avait tout un circuit, un jeu, et on pouvait même poursuivre les médiateurs culturels. Qu'est-ce que c'est beau ça. L'idée du message, c'était effectivement sur cette perspective de réouverture avec une approche tout à fait contemporaine et innovante du musée, c'était d'arriver à tuer des idées reçues. Donc tout le comité avait mis en place parce qu'effectivement un musée c'est pas ennuyeux, c'est pas poussiéreux, c'est fait pour une grande. Enfin, dès lors que c'est porteur de sens et autant dire que ce musée est porteur de beaucoup de sens. Effectivement, on arrive à toucher une large palette de publics. Le dispositif en lui-même, de son approche et de sa scénographie, a mené à justement s'adresser à des publics plus jeunes qui, a priori, ne se sentaient pas en affinité avec. Et a priori, les objectifs ont été bien atteints. Oui, puis une fois qu'on vit une expérience comme ça, on a un certain attachement à la structure. Moi, du coup, j'ai envie de participer à tous les projets que vous allez faire. J'en ai raté un, je ne raterai pas les prochains. Ça permet aussi de proposer une nouvelle forme de médiation. Les visiteurs de musées sont complètement en demande de ça. Donc il y a plein d'enjeux, en plus avec le numérique, à développer des outils comme ça. Tout à fait. Mais le numérique apporte cette solution, mais le numérique qui n'est pas au service de sens et qui n'est pas mise en scène de façon efficace, quelque part n'apporte rien. Oui, c'est un soufflet, ça retombe vite. Il faut lui donner un sens. Ouais. Alors, j'accueille aussi Nadjet Belmehdi, qui est un peu notre interlocutrice privilégiée à Haut-de-Zone. Alors, tu es médiatrice culturelle. Et aujourd'hui, donc on parle toujours de médiation hors les murs, et un peu dans la même lancée que le précédent plateau sur des pans de la culture un peu oubliés, un peu laissés de côté. J'aimerais que tu me parles du projet Partage de mémoire gitane, parce que c'est vrai que c'est une belle histoire, et j'aimerais que tu nous la racontes. C'était une très belle histoire qui a duré 3 ans. C'est, je crois, le projet le plus difficile que j'ai dû mener, et en même temps un des plus passionnants, parce que lorsque le musée était ouvert, on était, nous, médiateurs, dans une situation assez confortable. On a les collections, on les connaît bien. Il y a les enquêtes ethnographiques, on se repose on s'appuie sur toute cette matière et cette analyse, et ensuite on crée des outils de médiation. Donc, c'est notre métier, on connaît. Là, on a un musée qui est fermé, ce que disait tout à l'heure Céline. Déjà, c'est une première complication. On n'a plus les objets en main. Mais en plus, pour le projet Partage de mémoire gitane, nous n'avions même pas de matière immatérielle, nous n'avions même pas d'enquête ethnographique, puisque l'enquête qui a été menée par Christelle Amela, l'ethnologue du musée, qui est intervenue tout à l'heure, est arrivée en parallèle, donc on ne pouvait pas s'appuyer sur cette matière-là. Et l'idée du projet Partage de mémoire gitane, c'était de mettre... Alors d'abord, de pouvoir travailler avec un public nouveau, qui ne venait pas forcément si facilement, ils n'étaient pas si nombreux à venir au musée, la plupart ne connaissent pas le musée Oarlata. Donc ça, c'était une première difficulté, et on a voulu non pas travailler sur eux. Ça, je pense qu'ils ont l'habitude d'être photographiés, d'être mis en avant. On leur demande de jouer de la musique. Voilà, ils sont très sollicités, mais d'une manière un petit peu, entre guillemets, passive. On leur demande, ils sont là, ils se mettent un petit peu en modèle, et puis c'est assez attendu. Là, on a voulu qu'ils fassent le travail à notre place. Bon, du coup, ça, c'était plutôt pas mal. Donc, on a souhaité les initier au travail de l'enquête ethnographique. On a voulu les transformer en ethnologues en herbe, et pour pouvoir collecter eux-mêmes leur mémoire, leur histoire, et ensuite nous ressortir ça sous différentes formes. Alors, on a travaillé pendant 3 ans avec une école à Arles qui s'appelle l'école Marie Curie, qui est dans le quartier de la Roquette, qui est traditionnellement l'école des Gitans d'Arles, le collège Ampère,
qui a cette même particularité. Et puis des femmes gitanes d'un quartier qui s'appelle le quartier le Quai des Platanes, qui a été construit pour les gitans qui étaient semi-nomades, qui habitaient sur Arles. Voilà, donc nous on a travaillé sur différents thèmes, comme par exemple les idées reçues, ça rejoint un petit peu le projet de vol sans effraction. Alors on a l'image parfois du gitan un peu sauvage, nomade, qui est libre. Est-ce que c'était vraiment ça ou est-ce qu'on peut aller plus loin? On avait également, bien sûr, l'image du gitan qui... Alors, à Arles, c'est des gitans catalans en majorité, donc qui jouent de la guitare, voilà, qui fait de la paella. On a essayé d'aller un petit peu au-delà de ce cliché. Ça n'a pas été évident de mobiliser cette communauté qu'on ne connaissait pas du tout. On les connaît, on habite à Arles, c'est nos voisins, mais ensuite, voilà, c'est assez difficile. Donc on a fait appel à une association qui s'appelle l'association Petit à Petit, qui a répondu à un appel d'offres et qui nous a aidés. Alors, cette association travaille dans le social. Et donc, on a allié le social, la médiation culturelle, l'initiation à l'enquête ethnographique. Et ça a donné comme résultat une exposition en 2013 que l'on a pu proposer à Marseille au J1 et à Arles à l'espace Van Gogh dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Et puis chaque fin d'année scolaire, puisqu'on a travaillé donc avec des scolaires, on a produit, alors la première année, une émission de radio où des personnalités étaient interviewées comme Tony Gatliff ou Rocio Marquez ou David Grisbe qui est élu à la mairie d'Arles sur les questions de l'habitat. Mais on a également fait des micro-trottoirs, on a interrogé les gens dans la rue pour savoir quels étaient leurs rapports avec les gitans d'Arles, d'abord s'il y en avait, s'ils les connaissaient et puis ce qu'ils pouvaient nous en dire. Donc ça, c'était pour la première année. La deuxième année, on a travaillé sur un carnet de terrain qui donc reprend un petit peu le carnet de l'ethnologue où il croque ce qu'il voit. Il y a des dessins, il y a ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il observe. Donc on a essayé de travailler ce carnet de terrain et le thème principal, c'était le vocabulaire. Gitan. Et puis la troisième année, c'était l'année de l'exposition. La deuxième année, on a également été sollicités donc par les femmes gitanes du Quai des Platanes qui sont venues nous voir. Et alors ça, on était vraiment très honorés de ça et ravis. On s'est dit, le projet, ça fonctionne. C'est elles qui sont venues nous solliciter en disant, nous aussi, on veut parler de notre vie de femme, de notre quotidien de femme. Et donc, on a créé ensemble un web documentaire qui s'appelle femmesgitanes.fr, qui est toujours en ligne, qu'on peut retrouver. Et c'est elles qui ont pris les photos, c'est elles qui ont écrit quand c'était possible, ou dicté les textes, ou imaginé tout ce qu'elles pouvaient dire sur leur quotidien de femme. Voilà. Donc ça, c'était le projet Partage de mémoire gitane. Du coup, un projet participatif, est-ce que si ça avait été autrement, tu penses que leur implication aurait été différente? Si tu ne les avais pas un peu investis de ce rôle-là, tu penses que... Non, je pense que ça n'aurait pas marché du tout. Alors déjà, avec l'aspect participatif, c'était très compliqué. Donc en amont de ces actions, de ces médiations qu'on menait, il y avait des groupes de concertation où là... alors l'idée de Petit à Petit, c'est la phrase récurrente, c'est chacun est expert de sa propre vie. Donc nous étions les experts sur la partie ethnographique, on leur apportait ces outils-là. Les gitans, ils sont experts de leur propre vie, donc qui mieux qu'un gitan peut parler de sa vie de gitan. Il y avait également l'éducation nationale qui a été associée, puisqu'on allait sur leur terrain. Il y avait un ethnologue qui est venu du CNRS qui assistait également, et puis d'autres, pardon, désolé, j'ai oublié, mais d'autres personnes qui étaient là pour chacun amener son expertise et ses compétences. Chacun avait exactement la même, il n'y avait pas d'autorité. Le musée n'était pas là pour être le valideur final, non. Tout le monde amenait sa participation. Ça n'aurait jamais fonctionné autrement. Les élèves ne seraient pas venus. On sait qu'il y a
des soucis d'absentéisme, par exemple, à l'école. Là, ils ont quand même participé, même si ce n'était pas si évident, hein, une fois de plus, mais ils ont participé, ils ont créé leur texte, ils ont une fois de plus amené la matière. Oui, ça n'aurait pas pu se faire sans cette participation. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur le site où vous retrouvez le webdoc, femmesgitanes.fr. Femmesgitanes.fr. Voilà, on mettra le lien, voilà, en fin de plateau. Est-ce que Céline, à la suite de cette expérience, est-ce que tu penses que la mémoire gitane sera peut-être plus représentée du coup dans les prochaines expositions? C'est certain, enfin, là c'était un projet de médiation, mais par ailleurs, Christelle Amélal, notre ethnologue, a mis en route une enquête de terrain sur les populations gitanes d'Arles, qui a duré qui a commencé il y a 3 ans et qui est en phase de se terminer, qui nous a permis de rencontrer des gens très riches qui ont beaucoup apporté au musée. Et il y a aussi des très beaux objets qui sont sortis de cette enquête. Et je pense que bientôt, Christelle Amélal pourra nous en dire plus. Donc, probablement les deux vont coïncider et aller vers un bout d'exposition. Alors, j'ai une 4e invitée, qui est Guylaine Renaud. Alors, merci beaucoup de venir sur notre plateau. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce projet qui est le Voyage des 10. Un petit peu particulier, c'est surtout un projet sonore. C'est un projet de spectacle vivant, puisque je suis une artiste du spectacle vivant. Donc, effectivement, le spectacle vivant se voit et s'entend, et puis se ressent. Et donc, le Voyage des 10, c'est un peu comme un rêve, en fait, qui a pénétré mon esprit un jour, un beau jour de printemps, un grand jour de Mistral arlésien. Je travaillais à l'époque déjà pour le Musée Arlatin en tant qu'artiste invitée à proposer mes petites formes poétiques dans différents cadres. Et puis c'est vrai que ce musée, en m'y baladant souvent dedans, je me disais mais tous ces objets, puisque j'ose dire, hein, on n'a pas peur de le dire, que donc on est à 38 100 et quelques objets, 111 objets, hein, voilà. Et tous ces objets, quand on les côtoie, quand on les regarde, quand on traverse les salles, sont là, oui, mais ils bruissent en fait. Pour moi, c'était ça. C'est-à-dire quand je me baladais dans les salles, je me disais, mais qu'est-ce que j'entends là, quoi? Qu'est-ce que c'est ces objets qui me racontent des choses, mais que je ne peux pas comprendre, en fait, complètement. Donc c'était vraiment, j'étais habitée par ces histoires d'objets. Et je me suis dit, voilà, j'ai eu comme une petite révélation, une épiphanie. Et je suis allée voir l'équipe du musée Arlatin en leur disant, écoutez, voilà, moi j'ai une idée, j'ai envie, j'ai un rêve. Et j'aimerais, avec vous, raconter les histoires de ces objets, les faire entendre, les faire vivre en poésie, en musique, en chant. Et voilà comment ça a commencé. J'avoue que j'ai eu un accueil très, très, très enthousiaste de par la direction, de par Dominique Serena, qui s'est vraiment tout à fait enthousiasmé de ce projet. J'avoue que j'en étais très émue parce que c'était un peu l'examen, quoi. J'arrive avec un projet et puis voilà. Donc effectivement. Et là, ça a été, on peut dire, le coup d'envoi, parce que dès lors que le projet a été entendu, comme ça en réunion, on s'est mis au travail. Voilà. Et on s'est mis au travail et on s'est dit, alors comment on va procéder? Alors bien sûr, moi j'avais écrit, comme tous les gens qui font la conception de projet, j'avais fait une note d'intention, bien sûr, pour dire, voilà, moi je vois les choses comme ça. On pourrait inviter des artistes pour chaque objet, moi je m'occuperais de la direction artistique, et puis on travaillerait avec les équipes du musée, et puis voilà, et puis quoi. Voilà. Et donc c'est parti comme ça, et donc on a vraiment inventé ce projet ensemble. Et c'est ça la force de ce projet pour moi. Et c'était exactement ça que j'avais rêvé. C'était de pouvoir faire entendre l'objet,
le montrer au travers de différents prismes, quoi. Différentes fenêtres qu'on ouvrirait sur l'objet. Eh ben moi, je le regarde de ma pensée d'ethnologue. Moi, je le regarde de ma pensée de comment il a été, quelle est la facture de cet objet, quelle est son histoire, quelle matière il est. Et voilà. Et donc, on est rentré comme ça dans les différents aspects, par différentes portes, pour donner ensuite quelque chose qui est effectivement en toute simplicité du spectacle vivant. Mais cette simplicité, c'est comme disait Lionel tout à l'heure, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. C'est qu'on donne quelque chose, mais derrière, il y a des mois de recherche et d'immersion dans l'histoire de l'objet, dans sa logique, dans son histoire. Voilà. Et après, le résultat, c'est, on va dire, une partition poétique, subjective, ancrée dans des réalités donc historiques, technologiques, de factures, techniques, et une réalité tout à fait onirique de ce que nous pouvons faire avec ça au niveau artistique, quoi. Voilà. Donc le principe du voyage des 10, pour être un peu rationnel, un objet, donc on a choisi 10 objets sur les 38 111 qui nous étaient offerts, donc 10 objets, et qui a donné donc le voyage des 10. Et on s'est dit, le musée est fermé, alors il faut que le musée transpire, sorte d'Arles, aille au-devant des populations, au-devant des publics, sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Et nous sommes partis en voyage. Donc depuis 2008, nous voyageons avec les objets du musée et des artistes. Donc concrètement, un objet, un artiste qui est choisi, là, par rapport à ça, c'est important, parce que c'est pas, je fais pas un casting, je fais pas d'audition, je prends pas des listes d'artistes et je dis bon, celui-là. En fait, c'est toujours l'objet qui m'a donné l'artiste, comme une espèce d'oracle. J'ai parlé à l'objet et il m'a dit c'est celui-là qu'il faut que tu choisisses. Et ça a toujours été comme ça que ça s'est passé, en collaboration aussi avec les équipes du musée, avec Céline, avec Najette, qui ont été des grandes conseillères et des belles ambassadrices auprès de certains artistes que je ne connaissais pas ou de loin, d'autres que je connaissais, voilà. Donc c'est vraiment un travail de collaboration. Donc un objet, un artiste invité, un artiste ou deux, parce qu'on a pris un peu d'ambition, et donc maintenant on a un peu fait plus. Le plus, c'est que maintenant, souvent, on se retrouve 3 artistes sur scène, une équipe technique, et on rentre en résidence. Moi, je travaille des mois à l'écriture, à la recherche. On rentre en résidence, on crée, et puis on offre le spectacle dans un lieu où nous avons, bien sûr, un partenaire, parce que le voyage des 10 ne peut pas se faire sans le partenariat des équipements culturels du territoire des Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc Guylaine Renaud, la femme qui murmurait à l'oreille des objets, si on peut dire. À qui les objets murmuraient à l'oreille? Les objets viennent murmurer. Alors une actualité, on va vous... alors le voyage des 10, si vous voulez vivre cette expérience, vous pouvez la vivre au Conservatoire Pablo Picasso à Martigues le samedi 12 mars. Est-ce que vous avez un site internet ou un endroit où on peut trouver des informations? Écoutez, en ce qui concerne le Muséon, je pense. Voilà, aussi. Muséon, et puis autrement, guylaine-renaud.eu, c'est mon site, on trouvera des informations. Juste comme c'est de l'actualité, donc le 12 mars au Conservatoire Pablo Picasso, donc qui est notre partenaire sur cette nouvelle étape. Et là, nous invitons Mahan Mirahab, qui est un guitariste iranien que j'ai rencontré par le web. Yes, la magie du la web. Magie du web. Donc, il y a une particularité que c'est un guitariste fretless, pour les gens qui connaissent ce terme. Donc, qui va voilà. Christiane Hildevert, une contrebassiste avec qui je travaille, pour révéler les maquettes de bateaux du musée Arlatin, et cette création donc s'appellera Caravane. Voilà, les caravanes de la mer. Ah ben, plein d'autres projets alors en devenir. Céline Salveta, une envie pour la suite, encore plein de projets barrés? Alors,
C'est pas pour annoncer le plateau suivant, mais alors le hors les murs, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça marche très bien, surtout quand il y a la perspective de mur après. Et si vous voyez ce que je veux dire. Rentrer à la maison vite, c'est ça? Non. Bah alors Céline va vous parler du scoop de la journée. Non, je ne vais rien révéler pour laisser l'honneur à notre directrice et de parler de ça. Mais en fait, le hors les murs, c'est sûr que ça a été un moment de créativité, un moment. C'est quelque chose de génial. On a fait, nous plus jamais on ne fera notre métier après, comme on l'avait fait avant. Notre rapport au public, notre façon d'envisager le musée, d'envisager l'expérience du visiteur ne sera plus jamais la même. Mais il y a un moment où tout ce qu'on a thésaurisé, toutes ces rencontres et tout ça, on a envie de les mettre en œuvre dans le musée. Et c'est vrai que là, ça fait combien? 6 ans qu'on est en hors les murs. On a expérimenté des tas de choses. Mais là, nous nous préparons en fait à tout ce que nous avons reçu du public, tout ce que nous partageons, pouvoir le transformer pour le dans les murs. Mais cela dit, on a tellement aimé le hors les murs qu'on en gardera quand même un peu après. Bob, encore longue vie à la médiation hors les murs, au-dessus des murs, dans les murs, où vous voulez. Lâchez-vous un max, hein, vous avez vu, les projets innovants, c'est ça qui nous permet aussi de renouveler, de revoir l'objet différemment. N'hésitez pas. Rencontrez les gens, rencontrez les artistes, les professionnels qui gravitent autour de ça, qui ont envie avant tout. Et partez à l'aventure un peu, hors les murs. Merci beaucoup, mesdames, Merci monsieur. Charlotte. à vous. Merci. Au revoir.